Un manuscrit disparu. Pas de témoin. Aucune piste. Il ne reste plus que Holmes, bienvenue à Minuit Mystère. Je suis votre hôte Raphaël. Dites-moi, d'où regardez-vous ce soir? Vos commentaires donnent vie à ce mystère. Commençons. Le brouillard londonien s'accrochait obstinément aux rues éclairées au gaz comme un linceul, étouffant le bruit des sabots et les cris lointains des vendeurs de nuit. Dans le salon chaleureusement éclairé du 221B Baker Street, une faible lueur jaillissait de l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les fauteuils en cuir usé et le fouillis de livres et de papiers éparpillés. Le docteur John H. Watson, récemment rentré d'une consultation de routine à St. Bartholomew's, s'était installé dans son fauteuil avec un soupir las. Pourtant, son repos fut de courte durée. Sherlock Holmes, grand et anguleux dans sa robe de chambre usée jusqu'à la corde, était perché au bord de la banquette, ses yeux de faucon fixés sur une lettre pliée qu'il tenait avec une intensité délibérée. Un léger pli marquait son front, rare signe de contemplation qui attisa la curiosité de Watson. « Il semble, Watson, » commença Holmes sans lever les yeux, « qu'un mystère des plus singuliers soit parvenu à notre porte. C'est un mystère qui a déconcerté non seulement les enquêteurs ordinaires de Scotland Yard, mais aussi les cercles érudits du monde littéraire. » Watson se pencha en avant. « Un crime, alors ?» Holmes hocha la tête. « En effet, bien que le crime soit subtil, intellectuel plutôt que corporel, je fais référence à la disparition d'un manuscrit, le 8e et dernier tome d'une série de mémoires rédigées par le regretté et célèbre historien Augustus Merriweather. Le manuscrit a disparu du cœur même du sanctuaire littéraire londonien, la prestigieuse maison d'édition Eldridge, dans des circonstances si déconcertantes que même les plus brillants détectives se retrouvent désemparés. Watson haussa les sourcils. Un manuscrit volé, une affaire qui relève sans doute de la police littéraire ou de la sécurité privée. Pourquoi impliquer nos talents si particuliers? Holmes esquissa un léger sourire. Parce que, mon cher Watson, ce n'est pas un vol ordinaire. Le manuscrit a été vu pour la dernière fois dans le bureau verrouillé de M. Eldridge lui-même, enfermé derrière une porte en chêne blindée, sans aucun signe d'effraction. La maison d'édition est surveillée 24 heures sur 24. La disparition ne concerne pas seulement un document, mais aussi une réputation et un héritage. Et surtout, le manuscrit recèle des secrets que certains seraient prêts à tout pour dissimuler. Un léger sifflement s'échappa des lèvres de Watson. « Des secrets, dites-vous. Quel genre ?» Holmes plia la lettre avec précision et se leva, commençant à arpenter la pièce. Allégation de scandale impliquant plusieurs personnalités éminentes, dont des parlementaires et des membres de l'aristocratie. Les retombées potentielles pourraient ruiner des carrières et démanteler des alliances de longue date. D'où l'urgence et le secret entourant l'enquête. Il s'arrêta brusquement et se tourna vers Watson. La difficulté ne réside pas dans la recherche du manuscrit lui-même, mais dans le dénouement du réseau complexe de tromperies qui a entouré sa disparition. L'inspecteur Lestrade de Scotland Yard m'a sollicité pour obtenir de l'aide, soupçonnant une affaire qui dépasse leur champ de compétences habituel. Watson, toujours prêt à aider Holmes, hocha vivement la tête. « Alors il faut se dépêcher. Quand allons-nous visiter les éditions Eldridge ?» Les yeux de Holmes brillaient d'excitation. « Ce soir, Watson, la partie commence. » Alors, que l'horloge sonnait l'heure. Les deux compagnons se préparaient à s'aventurer une fois de plus dans les rues sombres de Londres, où des secrets se cachaient dans chaque ruelle et où la vérité était souvent cachée sous un voile de fumée et de miroirs. L'air du soir, à l'extérieur de Baker Street, s'était transformé en une brume épaisse et moite, tandis que Holmes et moi nous dirigions vers la maison d'édition Eldridge, nichée sur une place tranquille près du Strand. Les réverbères à gaz projetaient des halos dans le brouillard, conférant aux rues une luminescence inquiétante propice à l'enquête qui les attendait. Malgré le froid, la vigueur habituelle de Holmes était intacte. Son regard perçant ne manquait de rien tandis que nous traversions les rues familières.
À notre arrivée, nous fûmes accueillis par l'inspecteur Lestrade, un homme corpulent, dont l'attitude était un curieux mélange de respect et d'impatience. Bien que souvent dédaigneux des méthodes de Holmes, le ton de l'inspecteur ce soir-là trahissait une reconnaissance réticente de la gravité de l'affaire. « Bonsoir, messieurs, salua Lestrade. J'espère que vous êtes prêts à examiner de plus près cette affaire délicate. Le bureau Eldridge vous attend. » À l'intérieur de la maison d'édition, l'atmosphère était nettement différente de l'effervescence que l'on pourrait attendre d'un établissement littéraire. Le grand hall, lieu typiquement animé pour les auteurs et les agents, était feutré, les lustres ornés projetant des reflets froids sur le sol ciré. Plusieurs employés rôdaient près de l'entrée, le visage marqué par l'anxiété, leurs murmures à peine étouffés. Et M. Eldridge, un homme d'âge mûr à l'expression solennelle, sortit de l'ombre pour nous accueillir. Son costume sur mesure trahissait un homme habitué à l'autorité, mais son regard trahissait un malaise permanent. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, » dit-il en inclinant la tête avec une déférence discrète, « je vous suis reconnaissant de votre présence. La disparition du 8e manuscrit est une calamité pour nous tous. » Holmes hocha la tête. « Merci pour votre hospitalité, Monsieur Eldridge. Nous espérons clarifier la situation en minimisant les perturbations. »« J'espère que vous le ferez, » répondit Eldridge, en nous conduisant à travers une série de couloirs jusqu'à une pièce à l'arrière du bâtiment, son bureau, privé. La porte, une immense plaque de chêne renforcée de fer, était solidement fermée à clé. Lestrade sortit une clé de sa poche et, d'une main experte, la tourna dans la serrure. La porte grinça, révélant une pièce à l'ordre érudit, bordée de hautes étagères, remplie de volumes reliés de cuir. Une lourde odeur de parchemin et d'encre flottait dans l'air, mêlée à un léger arôme de tabac. Au centre, un solide bureau attirait l'attention. Sa surface était jonchée de papier, d'un encrier et d'un coupe-papier en laiton en forme de griffe de faucon. On remarquait notamment une petite armoire verrouillée encastrée dans le bureau où le manuscrit disparu aurait été conservé avant sa disparition. Holmes entreprit aussitôt un examen méticuleux. Son regard allait d'un objet à l'autre sans rien manquer. L'inclinaison d'un cadre photo, une tache sur le sol ciré, la légère empreinte d'une plume récemment utilisée. « Quelle pièce fascinante !» murmura Holmes d'une voix basse mais animée. « Il y a tant à observer et pourtant tout semble intact. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi mais j'ai eu du mal à discerner quoi que ce soit d'inhabituel au-delà de l'absence évidente du manuscrit. Avez-vous envisagé la possibilité d'un coup monté de l'intérieur » demanda Holmes à Eldridge. « En effet, » répondit gravement l'éditeur, « seuls ceux ayant accès à cette étude ont pu l'apprendre. L'équipe est réduite et les déplacements de chacun sont bien enregistrés. » Lestrade intervint. « La sécurité est stricte ici. Le bâtiment est fermé à clé après les heures d'ouverture et le bureau a été sécurisé hier soir par M. Eldridge en personne. Il n'y a aucune trace d'effraction. » Holmes tapota pensivement le coupe-papier. « Dites-moi, Monsieur Eldridge, combien d'exemplaires du manuscrit existe-t-il » ? « Aucun. Le 8e manuscrit était unique, encore de la main de l'auteur. Il devait être publié à titre posthume, avec le plus grand soin. C'est précisément pourquoi sa disparition est si périlleuse, » répondit Eldridge. Holmes porta alors son attention sur la fenêtre, une grande fenêtre à guillotine, encadrée de lourds rideaux de velours. Était-il tiré ou fermé hier soir? Eldridge secoua la tête. Fermé. Les rideaux étaient tirés et la fenêtre verrouillée de l'intérieur. Holmes hocha la tête et inspecta attentivement le loquet. Curieux. La serrure semble en parfait état. Aucun signe d'effraction. « Tu soupçonnes quelque chose, Holmes ?» demandai-je de plus en plus intrigué. Le regard de Holmes parcourut à nouveau la pièce. « Patience, Watson. Il faut laisser les faits se révéler sans précipitation. » Il s'accroupit près du bureau et examina le sol à la loupe. « Tiens, observe ces légères éraflures. » Lestrade se pencha. « Ça pourrait venir du déplacement de la chaise. » Holmes secoua la tête. « Non, plus récent et délibéré.
Quelqu'un a frôlé cet endroit, peut-être précipitamment. Il se leva brusquement et se dirigea vers la cheminée, où reposait un petit cendrier. Sortant une pipe de sa poche, il en tapota légèrement le bord. « La cendre est fraîche, » dit-il. « Un mélange de tabac à la Taquier et Virginie. Un mélange propre à l'un de nos suspects, je suppose. » La pièce devint silencieuse, tandis que la réputation d'observation de Holmes flottait dans l'air, comme une force palpable. Jetai un coup d'œil à Lestrade, dont l'expression trahissait un mélange de scepticisme et de respect réticent. Au bout d'un moment, Holmes se tourna vers nous. « Avant de poursuivre, permettez-moi de vous démontrer un point, sans rapport avec le sujet, mais instructif. » Holmes se dirigea vers une petite table près de la porte, sur laquelle reposait un gant blanc immaculé. Il le prit et le tint à la lumière. « Watson, dit-il, observe ce gant, qu'en déduis-tu » J'ai examiné le gant attentivement. Il semble en bon état, de bonne qualité, peut-être doublé de soie. Il a été peu porté. Holmes hocha la tête. En effet. Et pourtant, il y a une légère tache ici, sur la paume. Je me suis penché pour regarder de plus près. Peut-être de la terre ou de la graisse. Exactement. Et la saleté est d'une nature particulière. Des traces de graphite et un léger résidu huileux. Du graphite? Cela évoque un crayon. Peut-être qu'un artiste ou un écrivain pourrait laisser une telle marque. Holmes sourit faiblement. Vous êtes perspicace, Watson. Maintenant, songez que ce gant a été oublié dans le bureau privé de l'éditeur. Il le brandit à nouveau. Si le gant appartenait à une femme, serait-il probable qu'elle ait manipulé des manuscrits ou qu'elle ait beaucoup écrit? Je dirais que c'est inhabituel, à moins qu'elle ne soit une professionnelle. Exactement. Et si le gant était oublié par accident, cela pourrait indiquer la présence d'un visiteur indésirable, ou pire, la main du voleur. Holmes plaça soigneusement le gant dans un sac à preuve que Lestrade lui présenta. Des détails comme ceux-ci passent souvent inaperçus, mais ils peuvent s'avérer essentiels pour élucider ce mystère. J'ai ressenti un frisson en envisageant la possibilité d'un vol calculé impliquant des mains cachées. Holmes se tourna de nouveau vers la fenêtre, où le brouillard s'était épaissi, engloutissant les lampadaires. « Watson, Lestrade, je crains que cette affaire exige toute notre intelligence et notre patience. Le manuscrit n'est qu'une surface. Sous lui se cache un enchevêtrement de secrets et de trahisons. Par où commencer, Holmes » demanda Lestrade, bien que son ton laissait entendre que la question s'adressait autant à lui qu'au détective. Holmes le fixa d'un regard perçant. Commençons par le personnel. Chaque personne ayant eu accès à ce bâtiment la nuit dernière est une pièce du puzzle. Leurs comptes, leurs habitudes, leurs relations, chacun pourrait bien détenir une clé. Eldridge nous conduisit dans une petite pièce où plusieurs de ses employés s'étaient rassemblés sous le regard attentif d'officiers en uniforme. Il y avait Edith, la secrétaire timide, les mains légèrement tremblantes, Charles, le typographe corpulent et bourru, et Madame Pennington, la gouvernante à l'œil vif et à la langue encore plus acérée. Holmes observa attentivement chacun d'eux, notant les subtils changements dans leurs expressions et leur langage corporel. « Commencez par vos propres questions. Lestrade, dit-il, je parlerai aux autres individuellement. » Pendant que Lestrade commençait à l'interroger, Holmes et moi nous sommes retirés dans un coin plus calme. « Watson, dit-il, tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos du gant ?» J'ai hoché la tête. Gardez l'esprit alerte. Le véritable coupable ne sera pas révélé par de grands gestes, mais par la plus petite incohérence, le plus léger soupçon de tromperie. Et qu'en est-il du manuscrit lui-même, que pourrait révéler son contenu? Les yeux de Holmes brillaient dans la pénombre. Cela, mon cher Watson, nous le découvrirons bien assez tôt. Mais soyez-en sûr, cette disparition n'est que le début. Le mobile, la méthode et la folie qui l'ont motivé se cachent encore dans l'ombre. Je me suis retrouvé penché plus près, pris une fois de plus dans le charme de la logique infaillible de Holmes et de la promesse d'un mystère qui mettrait à l'épreuve nos propres facultés. Dehors,
le brouillard londonien s'épaississait. Encore, comme si la ville elle-même conspirait pour obscurcir la vérité. Mais à l'intérieur des éditions Eldridge, la chasse était lancée, un jeu d'esprit où seuls les esprits les plus vifs pouvaient l'emporter. L'interrogatoire dans la petite salle des employés s'était déroulé avec plus ou moins de succès. Les méthodes brutales de Lestrade suscitaient des réactions nerveuses, mais ce sont les observations mesurées de Holmes qui se sont révélées les plus éclairantes. Pendant que l'inspecteur interrogeait le personnel pour trouver des alibis, j'observais Holmes attentivement, notant le froncement de concentration familier sur son front. Une fois l'enquête préliminaire terminée, Holmes me fit signe de le raccompagner dans son bureau. « Watson, il y a encore beaucoup à observer. Le diable, comme toujours, se cache dans les détails qui paraissent insignifiants aux autres. » La pièce était presque silencieuse, à l'exception du crépitement occasionnel des braises mourantes dans la cheminée. Holmes se déplaçait avec une précision délibérée, reprenant son examen du bureau et des alentours. « Remarquez, dit-il en désignant une légère poussière sur la surface polie, que le motif de poussière près de l'encrier a été irrégulièrement perturbé. Cela suggère que quelqu'un a tendu la main précipitamment pour récupérer ou remplacer quelque chose ici. Je me suis penché pour observer attentivement, mais la subtilité m'a échappé. Le regard perçant de Holmes, cependant, a détecté chaque nuance. Se déplaçant vers l'étagère en face du bureau, Holmes passa ses doigts le long des dos de plusieurs volumes, s'arrêtant sur un tome relié en cuir usé, intitulé L'Histoire. De l'imprimerie londonienne, il le retira avec précaution et l'ouvrit à mi-chemin. Observe, Watson, l'absence d'empreinte digitale ici est aussi révélatrice que leur présence ailleurs. Le livre semble intact depuis des jours, voire des semaines. J'ai parcouru les pages, mais je n'ai rien trouvé de remarquable. Holmes a continué. Comparez ceci à la page tachée dans les annales de l'intrigue parlementaire, où une seule empreinte digitale est visible, partiellement effacée, mais impossible à confondre. Il m'a tendu le livre et j'ai remarqué l'impression floue dans la marge d'un passage, décrivant un scandale récent impliquant un membre de la Chambre des communes. À qui pourrait bien appartenir cette empreinte digitale? Demandai-je. Holmes pinça les lèvres. Excellente question, Watson. Nous verrons cela sous peu. À cet instant, la porte s'ouvrit en grinçant, laissant entrer une silhouette élancée. Mademoiselle Edith, la secrétaire. Elle paraissait pâle mais sereine. « Monsieur Holmes, docteur Watson, dit-elle doucement, vous souhaitez me parler davantage. » Holmes désigna une chaise. « En effet, mademoiselle Edith, il y a quelques points qui requièrent votre attention. » Elle s'assit avec précaution, les mains jointes sur ses genoux. « Mademoiselle Edith, commença Holmes, vous travaillez chez Eldridge Publishing depuis un certain temps. »« Près de 5 ans, monsieur. »« Et vous avez eu accès à cette étude hier soir? » »« Oui, j'ai souvent classé du courrier ici après les heures de bureau. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel lors de votre dernière visite ?» Edith hésita, puis répondit « J'ai cru entendre des pas dans le couloir, mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. » Les yeux de Holmes s'illuminèrent. « À quelle heure cela s'est-il produit ?»« Peu après 9 heures. J'étais seul, du moins je le croyais. » « Avez-vous vu quelqu'un ou quelque chose d'autre qui pourrait être pertinent ?»« Non, monsieur. J'étais trop surpris pour enquêter davantage. » Holmes hocha la tête pensivement. « Votre présence ici à ce moment-là est notée. J'observais Edith attentivement. Malgré sa timidité, une pointe de malaise se lisait sous son air calme. Holmes porta alors son attention sur une petite pochette en velours posée sur le bureau. « Mademoiselle Edith, reconnaissez-vous ceci ?» Elle secoua la tête. « Non, monsieur. » Holmes examina attentivement la pochette. Elle porte un léger monogramme, L.I., vraisemblablement celui de monsieur Eldridge. « En effet, » avait dit Eldridge plus tôt, « il m'arrive de garder ici de petits objets de valeur. » Holmes ouvrit la pochette pour révéler plusieurs petits objets, une chaîne de montre cassée, une lettre scellée et un délicat bouton en argent. « Ce bouton semble important, » songea Holmes. «
Un objet curieux à laisser derrière soi, n'est-ce pas? Les yeux d'Edith s'écarquillèrent. Ce bouton, je crois l'avoir déjà vu. Où? Insista Holmes. Sur le manteau de Monsieur Charles, le typographe, murmura-t-elle. Holmes jeta un coup d'œil vers la porte où Charles se tenait, les bras croisés et le visage sévère. « Charles, pouvons-nous vous parler ?» appela Holmes. L'homme entra, ses pas lourds emplissant la pièce silencieuse. « Vous souhaitiez me voir, Monsieur Holmes ?» Holmes le fixa du regard. « Vous étiez ici hier soir, Charles. Pouvez-vous expliquer vos déplacements en dehors des heures de bureau ?» Charles grogna. « Je suis resté ici jusqu'à 7 heures, puis je suis parti rendre visite à ma sœur. Je suis rentré tôt ce matin. Êtes-vous entré dans le bureau à un moment donné ?» demanda Holmes. « Non. Connaissez-vous ce bouton ?» Holmes le brandit. La mâchoire de Charles se crispa. « Oui, ça vient de mon manteau. J'en ai perdu un récemment. »« Où ?»« Près des quais de chargement. À l'arrière du bâtiment. » Holmes hocha la tête. « Merci, vous pouvez y aller pour l'instant. » Alors que Charles partait, Holmes se tourna vers Edith. « Merci pour votre aide, mademoiselle Edith. J'aurai peut-être d'autres questions. » Après son départ, Holmes reprit son examen de la pièce. « Watson, remarquez la présence de suie sur le rebord de la fenêtre. Je me suis penché pour inspecter et j'ai vu de légères traces noires. D'une cheminée? Exactement. Mais cette suie est fraîche, ce qui suggère que quelqu'un a ouvert la fenêtre récemment. Pourtant, Eldridge a insisté sur le fait qu'elle était verrouillée. » Holmes eut un léger sourire. Une incohérence à noter. Il marchait pensivement. « Watson, je soupçonne que la fenêtre a servi à entrer ou sortir à notre voleur. Un risque certes, mais peut-être nécessaire. Mon esprit s'est mis à envisager toutes les possibilités. Le voleur était-il un initié? Ou quelqu'un avait-il ourdi un plan machiavélique pour nous tromper? » Holmes se dirigea ensuite vers la cheminée, où se trouvait un petit seau à charbon, orné. « Observez les cendres. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu de fins fragments de papier brûlés mélangés au charbon. Le manuscrit aurait-il pu être détruit? Ai-je demandé? Peu probable, dit Holmes en secouant la tête. La valeur du manuscrit exclut une action aussi irréfléchie. Mais alors, pourquoi brûler ces fragments? Peut-être une tentative de dissimuler un indice ou un faux fuyant destiné à tromper l'opinion. Lestrade réapparut un dossier à la main. « Monsieur Holmes, j'ai obtenu les horaires du personnel et les registres des visiteurs. » Holmes prit les papiers et les parcourut rapidement. « Excellent, il faut comparer les heures pour identifier les incohérences. » Il a pointé un nom. Eleanor Bates, un nom qui n'avait pas été mentionné auparavant. Lestrade fronça les sourcils. « C'est une rédactrice indépendante qui a eu accès au journal hier soir. » Holmes tapota le papier. « C'est une personne d'intérêt, alors. » La soirée se prolongeait tandis que Holmes et Lestrade s'affairaient à examiner les documents. J'observais l'expression de Holmes, notant son passage d'un examen méthodique à une vive impatience. Après des heures de travail, Holmes s'est finalement tourné vers moi. « Watson, les preuves s'accumulent, mais restent fragmentaires. Nous avons des suspects, des mobiles et des récits contradictoires. Pourtant, la vérité est obscurcie par de multiples mensonges. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, écartant les lourds rideaux. Dehors, le brouillard était épais et tenace, engloutissant les secrets de la ville aussi sûrement que la lueur du gaz. La voix de Holmes se fit plus basse et se transforma en un murmure. « C'est un jeu qui exige patience et acuité. Demain, nous approfondirons. Pour l'instant, repos et préparation. » J'ai hoché la tête, l'esprit en éveil face aux complexités de l'énigme et au génie infaillible de Holmes. En quittant les éditions Eldridge, le froid de la nuit londonienne m'envahissait. Le manuscrit avait disparu, les suspects étaient nombreux, et la vérité dissimulée sous un voile aussi épais que le brouillard qui nous entourait. Le mystère commençait seulement à se dévoiler. Le soleil matinal se levait faiblement à travers la brume qui persistait sur Londres,
projetant une lumière blafarde sur Baker Street, tandis que Holmes et moi étions réunis dans notre salon familier. Les événements de la nuit précédente avaient rendu l'affaire à la fois captivante et complexe, et l'enquête allait maintenant sombrer dans des profondeurs plus obscures. Holmes était assis près de la fenêtre, pipe à la main, le regard fixé sur la rue en contrebas, comme si le brouillard lui-même pouvait lui fournir un indice. Je pris ma place habituelle dans le fauteuil, me préparant à prendre des notes et à enregistrer les subtils mécanismes de son esprit. « Watson », commença Holmes en exhalant un délicat panache de fumée, « les faits rassemblés jusqu'ici dressent un tableau aussi complexe que la toile tissée par l'araignée la plus astucieuse. Nous avons un manuscrit disparu, une pièce verrouillée sans trace d'effraction, et un groupe de personnes ayant accès à l'affaire et ayant des mobiles. Il est temps maintenant d'évaluer ces éléments et d'observer leurs interactions. » J'ai hoché la tête, le stylo en main. Holmes se leva brusquement, le regard brillant d'une lueur déterminée. « Commençons par les suspects, car c'est parmi eux que se cache la vérité. Notre première visite nous a conduit au modeste logement de mademoiselle Eleanor Bates, la rédactrice indépendante, mentionnée dans les plannings du personnel et les registres des visiteurs. Son nom venait tout juste d'être révélé, et Holmes jugea nécessaire d'explorer sa personnalité et son engagement. La porte de son appartement s'ouvrit après plusieurs coups secs, révélant une jeune femme à l'allure posée et à l'intelligence vive. Son regard, vif et observateur, ne trahissait aucun signe de nervosité. « Monsieur Holmes, Dr. Watson », nous salua-t-elle avec une fermeté polie. « Je crois comprendre que vous souhaitez discuter de la question du manuscrit manquant. »« Tout à fait, mademoiselle Bates, » répondit Holmes. « Pourrions-nous entrer ?» L'appartement modeste était propre, avec des étagères remplies de livres et de manuscrits, et un bureau encombré de papiers. Holmes scruta la pièce du regard, remarquant l'organisation méticuleuse, malgré l'activité apparente. « J'ai relaté votre visite d'hier soir aux éditions Eldridge, » dit Holmes, tandis que nous nous installions. « Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené ici à une heure aussi tardive ?» Eleanor soutint son regard avec assurance. « Je finalisais les notes éditoriales des 6e et 7e manuscrits. Le 8e devait être mon prochain projet, mais l'accès m'a été refusé après l'incident. Avez-vous vu quelqu'un d'inhabituel ou de déplacé ?» Elle réfléchit un instant. Seulement le personnel habituel et M. Charles, le typographe, qui était présent brièvement. Rien d'extraordinaire. Holmes inclina la tête. Et votre relation avec M. Eldridge? Professionnelle et cordiale. Nous comprenons tous deux l'importance de ses œuvres. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vouloir nuire à la réputation de la maison d'édition? Ses lèvres se pincèrent. Il y a toujours des gens qui cherchent à tirer profit du scandale, mais je ne peux pas citer de nom. Holmes resta silencieux un moment, puis demanda « Une dernière question. Étiez-vous au courant du contenu du manuscrit manquant? Je ne l'étais pas au-delà des grandes lignes. Je respecte la confidentialité exigée par l'auteur. » Satisfait, Holmes se leva. « Merci, mademoiselle Bates. Nous prenons bonne note de votre coopération. » Nous avons pris congé, et Holmes a remarqué en nous éloignant. Elle est calme mais sur ses gardes. Un tel comportement masque souvent l'innocence ou la culpabilité. Notre visite suivante fut celle de M. Charles, le typographe. Nous le trouvâmes dans la pénombre de la salle des presses, plongé dans le vrombissement mécanique des presses. L'homme était brusque et irritable, le visage empreint de suspicion. « Holmes, grogna-t-il, que veux-tu maintenant ? Nous voulons des éclaircissements, Charles, » répondit calmement Holmes. « Vous étiez là tard hier soir, jusqu'à 7 heures, comme je l'ai dit. Je suis parti rendre visite à ma famille. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant de partir ?» Charles fronça les sourcils. « Rien que l'agitation habituelle. J'ai entendu parler de rumeurs scandaleuses, mais rien de concret. Avez-vous vu le manuscrit manquant ?» Son visage s'assombrit. « Non, et ça ne m'intéresse pas. » Holmes insista. « Le bouton trouvé dans le bureau, celui de votre manteau, si je comprends bien ?» Le regard renfrogné de Charles s'accentua. «
Je l'ai perdu près des quais de chargement, c'est tout. N'importe qui aurait pu me le voler. Holmes l'observa un instant. Votre manteau est un vêtement lourd, difficile à ignorer. Est-ce une accusation? Aboya Charles. Ce n'est qu'une simple observation. Vous en avez eu l'occasion, mais vos motivations restent de floues. Charles cracha par terre et s'éloigna, laissant derrière lui une traînée de malaise. De retour à Baker Street, Holmes se replongea dans ses notes de la journée. Watson, les preuves contre Charles sont circonstancielles, mais la présence de son badge dans le bureau ne peut être ignorée. J'ai rétorqué, mais un bouton manquant semble être un problème mineur sur lequel éveiller les soupçons. Les yeux de Holmes brillèrent. Ah, mais les détails mineurs sont souvent à l'origine de révélations majeures. La prochaine. Personne à apparaître fut Madame Pennington, la gouvernante, dont la langue acérée et l'œil perçant faisaient d'elle un pilier de l'établissement. Holmes la trouva attendant, les bras croisés, l'air mêlé de défi et d'inquiétude. « Madame Pennington, » commença Holmes, « vous supervisez le personnel et la sécurité chez Eldridge Publishing. »« En effet, monsieur, je connais chaque recoin de cette maison et chaque âme qui y entre. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? » La nuit de la disparition du manuscrit, les lèvres de la gouvernante se pincèrent. Il y avait une odeur inhabituelle dans le bureau, un parfum fort et sucré, alors qu'aucune dame n'était censée être présente. La curiosité de Holmes fut piquée. « Pouvez-vous identifier l'odeur ?» Elle hocha la tête. « Chez Madame Violette, une marque parisienne rare. Est-ce que quelqu'un d'autre était connu pour porter ce parfum ?» Madame Pennington fronça les sourcils. « Seulement Mademoiselle Edith, la secrétaire. » Holmes échangea un regard avec moi. L'attitude timide d'Edith trahissait une complexité que nous n'avions pas encore percée. « Madame Pennington, le bureau était-il fermé après les heures d'ouverture ?»« Comme toujours, monsieur. Mais la fenêtre était légèrement entr'ouverte ce matin, malgré la serrure bien fermée. » Les yeux de Holmes se plissèrent. « Cela confirme nos soupçons d'intrusion par la fenêtre. » Les demandes de renseignements de la journée aboutirent à un retour aux éditions Eldridge, où Holmes demanda à revoir la version finale du manuscrit. L'équipe obtempéra à contre-cœur, le regard empreint d'une peur sourde. Holmes inspecta à nouveau le bureau, puis examina une lettre récemment trouvée dans la pochette. Une note signée par feu Augustus Merriweather, avertissant des dangers, si le manuscrit était révélé prématurément. L'avertissement était vague mais inquiétant, faisant référence à des ennemis anonymes et à une trahison des plus ignobles. Alors que le crépuscule s'épaississait, Holmes et moi sommes retournés à Baker Street, le brouillard roulant maintenant épais à travers la ville comme une couverture suffocante. « Watson, » dit Holmes d'une voix calme, « l'épreuve pointe vers une main de l'intérieur, mais dissimulée sous une tromperie bien rodée. Nos suspects ont des motivations et des motivations diverses, mais chacun arbore un semblant d'innocence. » J'ai demandé, « Soupçonnez-vous quelqu'un en particulier ?» Le sourire de Holmes était mince et énigmatique. « Patience, mon ami. Tirer des conclusions hâtives, c'est trébucher dans l'abîme de l'erreur. » Il marqua une pause, puis ajouta, « La clé résidera dans les contradictions, les moments où la vérité se glisse à travers les fissures du mensonge. » J'éprouvais le frisson familier de l'anticipation. Le mystère prenait de l'ampleur et à chaque pas, Holmes se rapprochait de son cœur. Tandis que les lampadaires vacillaient dans les rues en contrebas, je savais que la nuit à venir serait celle d'une réflexion agitée et d'une planification minutieuse. Car l'affaire du manuscrit disparu s'avérait plus périlleuse et déroutante que toutes celles que nous avions rencontrées jusqu'alors. Le murmure de la vie londonienne s'échappait faiblement des fenêtres du 221B Baker Street, où Holmes et moi nous retrouvâmes une fois de plus, pour réfléchir aux complexités du manuscrit disparu. L'enquête nous avait rapprochés de plusieurs suspects, chacun avec ses propres motivations et secrets, mais le véritable cœur du problème restait obscurci par une supercherie bien menée. Holmes s'est allongé sur sa chaise, croisant les doigts et me regardant avec un regard qui trahissait un esprit agité par la pensée.
Watson, vous avez fidèlement enregistré les témoignages et observé les preuves. A-t-il commencé. Mais je crains que ceux qui sont les plus proches de la vérité ne soient pas au courant de l'indice crucial qui permettra de résoudre cette énigme. J'ai incliné la tête, impatient de savoir quelle idée nous avait échappé à tous. Hier, en examinant le bureau, j'ai relevé plusieurs anomalies, a poursuivi Holmes, mais un détail subtil a échappé à tous ceux présents, sauf à moi. C'est un indice si discret que sa signification est voilée si on ne l'examine pas avec le bon angle. Ses doigts tapotaient rythmiquement sur l'accoudoir de sa chaise. Vous vous souvenez du coupe-papier en forme de griffe de faucon? J'ai hoché la tête. Une pièce d'artisanat remarquable, mais apparemment rien. De plus. Holmes sourit faiblement. Un bibelot pour la plupart, mais pour moi un chiffre. Mes sourcils se sont levés de surprise. Vous voyez, Watson, a expliqué Holmes. Le coupe-papier porte une légère gravure sur le dessous, à peine perceptible sans une vue perçante et une inspection délibérée. Il se leva et s'approcha de son armoire, prit une petite loupe qu'il me tendit. « Examinez ceci. » J'ai pris le coupe-papier avec précaution, les retourné et les examiné attentivement. Sous le manche, une inscription délicate était gravée, avec Holmes hocha la tête d'un air approbateur. Un sigle probablement destiné à être une signature ou une marque secrète. La question est, à qui cela fait-il référence? Avez-vous des théories? Demandai-je. Holmes marchait lentement. Plusieurs, mais un sortait du lot. Feu Augustus Merryweather était connu pour fréquenter un cercle de confidents et d'éditeurs, parmi lesquels se trouvait un certain Victor Ignatius Llewellyn, un homme assez connu pour son esprit vif et ses rivalités littéraires occasionnelles avec Merryweather. Je fronçai les sourcils. Tu penses que ce Llewellyn pourrait être impliqué? Il est trop tôt pour le dire, mais la marque suggère une présence ou une influence que nous n'avions pas envisagée auparavant. Holmes reprit son siège et déplia la lettre trouvée plus tôt dans la pochette de velours. Le parchemin était vieux et fragile, écrit de la main soignée de Merryweather. Il a lu à haute voix, « À qui de droit ?» La vérité contenue dans ce manuscrit est à double tranchant. Ces révélations pourraient renverser des empires et briser des alliances. Ne faites entièrement confiance à personne, car la trahison se cache sous des apparences familières. Méfiez-vous de la serre du faucon, car elle marque la main qui guide les coups les plus cruels du destin. Il marqua une pause, le regard perdu dans le vide. Un avertissement énigmatique et une référence au formulaire de l'ouvre-lettre. J'ai réfléchi à l'implication. Une serre de faucon métaphorique, guidant les événements. Peut-être un manipulateur caché parmi les proches de l'auteur. Holmes hocha la tête. Exactement, Watson, et c'est là la clé. Identifier le porteur de la griffe, l'instigateur de la tromperie. Je réfléchissais aux suspects que nous avions rencontrés. Eleanor Bates, posée et réservée, Charles, brusque et sur la défensive, Edith, timide mais mal à l'aise, Madame Pennington, perspicace et observatrice, lequel d'entre eux pouvait bien dissimuler une telle ruse? Le regard de Holmes s'aiguisa. L'énigme s'approfondit, car nous devons maintenant déterminer non seulement qui a pris le manuscrit, mais aussi qui a le plus à gagner de sa disparition. Notre conversation fut interrompue par un coup sec frappé à la porte. Lestrade entra portant un petit paquet enveloppé dans du papier Kraft. « Monsieur Holmes, dit-il, ceci a été déposé dans les bureaux d'Eldridge plus tôt dans la journée. Il est simplement adressé à l'inspecteur. » Holmes prit le paquet, détachant adroitement le papier de ses doigts pour révéler un petit carnet relié en cuir. La couverture était usée, les bords effilochés. « Ouvre-le, Watson, dit-il. J'ai feuilleté les pages, remplies d'une écriture serrée et de croquis occasionnels. Le carnet ressemblait à un journal intime. Holmes examina une entrée particulière et lut à haute voix. 12 mars. Le 8e manuscrit révèle des vérités qui ne doivent jamais voir le jour. Le faucon observe attentivement. La confiance vacille entre amis. Je dois soigneusement protéger ma plume. Il referma lentement le carnet.
Une missive urgente de Merryweather en personne. Quelqu'un nous a envoyé ceci pour nous avertir, ou peut-être pour nous induire en erreur. Je me suis demandé à haute voix, est-ce que cela pourrait venir du voleur? Holmes hocha la tête. C'est possible. Mais remarquez l'écriture. Elle correspond au style de Merryweather, mais l'urgence est tempérée par la prudence. L'expéditeur craint d'être exposé. Nous sommes restés assis dans un silence contemplatif jusqu'à ce que les yeux de Holmes se posent sur une légère tache sur le bord de la couverture du carnet. « Watson, » dit-il, « observe cette marque. » Je me suis penché plus près. C'était un petit emblème presque imperceptible, ressemblant à une griffe de faucon stylisée, le même motif que le coupe-papier. La voix de Holmes baissa. Une carte. De visite, manifestement délibérée. Mon cœur s'emballa. La main cachée se révélait, mais seulement à ceux qui étaient assez perspicaces pour en percevoir les signes subtils. Holmes se leva et se dirigea vers sa table de travail, où un plan de Londres était étalé. Il nota les lieux que nous avions visités. Les éditions Eldridge, le logement d'Eleanor Bates, la maison de Charles et les quais de chargement. Watson, la serre du faucon, est à la fois un symbole et une signature. Celui qui l'utilise souhaite affirmer son pouvoir tout en restant discret. Il me regarda droit dans les yeux. Il est temps d'approfondir nos recherches et d'observer la moindre ondulation à la surface de cet étang immobile. J'ai demandé, et le personnel d'Eldridge, ont-ils tous dit la vérité? Holmes eut un sourire ironique. Dans le monde des intrigues, la vérité est souvent fragmentée. Pourtant, chaque fragment, examiné attentivement, reflète l'ensemble. Notre prochaine étape était claire. Revisiter la scène avec un regard renouvelé pour rechercher les détails que d'autres avaient manqués ou rejetés. Holmes prépara son manteau et son chapeau. Ce soir, Watson, nous retournons au bureau non pas en simples observateurs, mais en chasseurs à la recherche de la moindre piste. La partie est loin d'être terminée. Alors que le crépuscule s'estompait dans les profondeurs de la nuit, je ressentis un frémissement familier d'excitation, mêlé d'appréhension. Le manuscrit disparu n'était plus un simple document perdu, mais la clé d'une conspiration labyrinthique dont l'issue promettait soit la révélation, soit la ruine. Les secrets du 8e manuscrit avaient commencé à murmurer leur vérité, et Sherlock Holmes écoutait attentivement. Les rues de Londres étaient plongées dans leur sommeil nocturne lorsque Holmes et moi retournâmes aux éditions Eldridge. Le brouillard plus épais que jamais enveloppait les lampadaires et enveloppait la ville d'une étreinte spectrale, étouffant les pas et enveloppant les secrets d'ombre. L'enquête avait pris une tournure sinistre, et je sentais que le calme qui régnait devant nous n'était qu'un fragile vernis. Les yeux de Holmes brillaient d'une intensité que j'avais rarement vue. Il se déplaçait avec une détermination silencieuse, perceptible au moindre craquement du plancher, au moindre souffle d'air à travers les lourds rideaux. Nous entrâmes dans le bureau avec une précaution délibérée, fermant la porte derrière nous pour nous couper du monde. « Watson, » murmura Holmes, « le manuscrit est peut-être encore caché ici, ou peut-être a-t-il disparu à jamais. Notre tâche est de découvrir lequel. » J'examinai à nouveau la pièce, notant les plus légères empreintes sur la moquette et les subtiles irrégularités dans la poussière des meubles. Holmes s'agenouilla près du bureau, examinant attentivement la surface à la recherche de traces passées inaperçues à la lumière du jour. Sa main effleura le bord d'un tiroir et s'arrêta brusquement. « Là, » murmura-t-il, une rayure presque invisible. Je me suis penché plus près pour voir une fine rainure gravée le long du grain du bois, juste au-dessus de la serrure du tiroir. Une tentative de forcer l'ouverture sans l'endommager. Ai-je suggéré? Holmes secoua la tête. Plus probablement une diversion délibérée. Notez que la serrure elle-même ne présente aucun signe d'effraction. Il ouvrit le tiroir avec facilité, révélant un ensemble de correspondances, des comptes d'affaires, et une petite enveloppe pliée scellée à la cire rouge. Les doigts de Holmes s'agitèrent habilement pour briser le sceau. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier.
soigneusement plié pour s'adapter. Il a lu à haute voix « La vérité ne se trouve pas là où l'œil peut voir, mais là où l'ombre se pose. Méfiez-vous du regard du faucon, car il passe à côté de ce qui se cache en dessous. » Je jetai un coup d'œil à Holmes qui avait l'air grave et pensif. Ce message confirme l'implication de notre faucon, quel qu'il soit, mais il n'apporte aucune précision. Avant que je puisse parler, l'oreille fine de Holmes capta un faible bruit provenant du couloir. Les pas rapides de Bott qui approchaient, Lestrade entra, le visage sombre et essoufflé. « Messieurs, je regrette de vous informer qu'il y a eu un développement. »« Qu'y a-t-il, inspecteur » demanda Holmes. « Il y a eu un deuxième incident, » a déclaré Lestrade. « Une effraction a eu lieu au domicile de M. Eldridge lui-même. » Les yeux de Holmes se plissèrent. « Décris-moi. » Sa résidence, non loin d'ici, a été cambriolée tard hier soir. Rien n'a été volé, mais l'intrus a laissé une carte de visite. Le même emblème en serre de faucon que celui retrouvé sur le carnet et le coupe-papier. J'ai ressenti un frisson. La main derrière le vol s'enhardissait. Quelqu'un était-il présent lors du cambriolage? Demanda Holmes. Non, la gouvernante a découvert le tapage tôt ce matin. L'intrus n'a laissé aucune autre trace. Le regard de Holmes devint une lame d'acier. Ce n'est plus un simple vol, Watson. Notre adversaire envoie un message. Lestrade a remis à Holmes une petite pochette en cuir trouvée sur les lieux. Holmes l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un bouton de manchette en argent finement ouvragé, gravé d'un blason complexe. Un faucon posé sur un globe. Symbolique et délibéré, murmura Holmes. La serre du faucon n'est qu'un fragment d'un emblème, plus vaste. Notre ennemi s'identifie aux ailes du faucon. J'ai demandé, ce blason pourrait-il appartenir à une société ou à une organisation? Absolument, Watson. De tels insignes désignent souvent des sociétés secrètes ou des groupes clandestins. Holmes se leva et fit les 100 pas, le poids de l'affaire pesant sur lui. Nous devons considérer que ce vol et cette intrusion font partie d'un plan coordonné. Le manuscrit pourrait contenir des informations dangereuses pour une faction puissante. Lestrade fronça les sourcils. Croyez-vous que le manuscrit révèle des secrets sur cette société? Il semblerait que oui. Holmes s'impatienta. Nous devons élargir notre enquête. Les voies habituelles ne suffiront pas. Il est temps de contacter des contacts spécialisés dans ce genre de questions. Il prit son manteau et son chapeau. Watson, prépare-toi à une longue nuit. En quittant Eldridge Publishing, j'ai remarqué la pâleur de Holmes, une lueur de fatigue à peine dissimulée par sa détermination. Plus tard, dans le sanctuaire du 221B, le rythme de Holmes s'est accéléré alors qu'il examinait nos découvertes. « Watson », dit-il brusquement, « le vol du manuscrit n'était que le début. Le cambriolage au domicile d'Eldridge marque une escalade. J'ai demandé, « Le cercle des auteurs est-il en danger ?» Les yeux de Holmes brillèrent. Plus que ça. Si les secrets du manuscrit sont révélés, des réputations, des fortunes et peut-être des vies sont en jeu. Il se tourna vers une étagère et en sortit un volume sur les sociétés secrètes victoriennes. Observez, Watson, les similitudes entre l'emblème du faucon et ceux utilisés par le tristement célèbre Ordre de l'aile noire. J'ai frissonné. En entendant ce nom, l'Ordre, expliqua Holmes, aurait pour habitude de manipuler la politique et le commerce par des moyens secrets. S'il est impliqué, le danger est grand. Il marqua une pause, puis ajouta doucement « Nous devons agir, avec prudence. Notre adversaire est rusé, impitoyable et bien connecté. » Cette nuit-là, alors que j'étais assis près du feu, Holmes restait absorbé par ses études, les ombres dansant sur ses traits anguleux. Son comportement était devenu plus intense, presque erratique par moments, signe que les fils de l'affaire commençaient à se rassembler dans son esprit redoutable. Il me confiait, lors de rares moments de répit, cette affaire met à l'épreuve non seulement la déduction, mais aussi l'endurance. Le jeu est plus dangereux que jamais, et les enjeux dépassent le simple manuscrit ou le scandale. J'ai décidé de rester aux côtés de mon ami, prêt à l'aider alors que l'obscurité s'épaississait autour de nous. Le 8e manuscrit disparu n'était plus un puzzle d'encre et de papier,
mais un phare nous entraînant dans un réseau d'intrigues où chaque pas pouvait apporter une révélation ou un péril. Les rues londoniennes, à proximité du 221B Baker Street, étaient à nouveau enveloppées d'un épais brouillard qui accompagnait nos investigations nocturnes. Holmes, l'esprit enflammé par les intrigues de l'affaire, arpentait la pièce avec une énergie débordante. Je l'observais attentivement, car je savais que le grand détective préparait une manœuvre exigeant subtilité et précision. « Nous sommes au bord du précipice, Watson », déclara Holmes. La confiance de notre adversaire a grandi, renforcée, par la facilité apparente avec laquelle il a échappé à la capture. J'ai hoché la tête, conscient que l'effraction au domicile d'Eldridge avait déplacé les enjeux de manière irréversible. Holmes poursuivit. « Pour attirer le faucon hors de son nid, nous devons devenir le faucon. Nous tendrons un piège, habilement conçu pour forcer la main qui guide ses sombres desseins. » Ses yeux brillaient de l'étincelle familière du combat intellectuel. Notre plan était centré sur le gala à venir aux éditions Eldridge, un événement grandiose, destiné à annoncer la publication du 7e manuscrit révisé. Des invitations avaient été lancées aux personnalités littéraires, politiques et de la presse les plus influentes de la ville. Holmes pensait que ce serait l'occasion idéale pour dévoiler notre stratagème. Lestrade a consenti à renforcer la sécurité sous prétexte de protéger les invités, expliqua Holmes. Mais sous ce prétexte, nous allons orchestrer une ruse subtile. À l'approche du soir, Holmes et moi avons pris place parmi la foule d'invités de marque. La grande salle était ornée de guirlandes et de lustres scintillants, et l'air était chargé d'un parfum de bougies et de bois poli. Des murmures d'impatience parcourèrent la foule. Holmes, vêtu de son habituel costume sombre, se mêlait à la foule avec une aisance étudiée qui trahissait son détachement habituel. Je l'observais attentivement, tandis qu'il discutait tranquillement avec plusieurs personnalités clés. M. Eldridge, Eleanor Bates, Charles le typographe, et même Edith, dont les joues pâles étaient rouges d'excitation nerveuse. À un moment soigneusement choisi, Holmes s'excusa et revint avec une petite boîte décorée, réplique exacte de la pochette dans laquelle le manuscrit avait été conservé. « Ceci, m'a-t-il murmuré, c'est l'appât. Placée bien en vue sur une table d'appoint, la boîte a été conçue pour attirer l'attention de notre faucon insaisissable. » Tout au long de la soirée, le regard de Holmes scrutait les lieux comme celui d'un faucon, perçant, scrutateur. Il notait les regards subtils échangés, les mouvements précipités derrière les grands rideaux, les conversations chuchotées aux quatre coins de la pièce. Soudain, un bruit près de l'entrée arrière attira mon attention. Une silhouette, enveloppée d'ombre, se glissa dans le couloir faiblement éclairé. Holmes plissa les yeux. « Regarde attentivement, Watson, » murmura-t-il. La silhouette s'approcha de la table où se trouvait la boîte décorée. Avec une prudence délibérée, la main se tendit, les doigts tremblant légèrement en se refermant sur la pochette. Holmes s'empressa d'agir. « Un instant, monsieur, » ordonna-t-il. La silhouette se figea et se retourna lentement. À ma grande surprise, c'était Eleanor Bates. « J'allais juste l'inspecter, » balbutia-t-elle, les yeux écarquillés. Le regard de Holmes la transperça. « Mademoiselle Bates, votre accès et votre connaissance du contenu du manuscrit vous placent dans une position précaire. » Elle hésita. « Je vous assure que je ne voulais pas faire de mal. » Lestrade s'avança d'une voix ferme. « Mademoiselle Bates, vous nous accompagnerez pour la suite de l'interrogatoire. » Tandis qu'Eleanor était escortée, des murmures parcoururent les invités. Holmes, cependant, était loin d'être satisfait. « Watson, » a-t-il déclaré, « c'était un test calculé, une manœuvre de notre faucon pour évaluer nos connaissances et notre confiance. » Il marqua une pause puis ajouta « Mais le vrai jeu n'a pas encore commencé. » Plus tard, dans la solitude de nos chambres, Holmes examina la pochette récupérée du gala. « Il y a une légère odeur dessus, » a-t-il noté. « Un mélange du parfum de Madame Violette et de quelque chose de plus âcre, de la fumée et des produits chimiques. »
Je fronçai les sourcils. Cela pourrait-il suggérer l'utilisation d'une substance particulière ou d'un déguisement? En effet, cela suggère que le faucon tente de masquer son identité ou ses intentions. Holmes a ensuite tourné son attention vers les invités du gala, en particulier ceux dont le comportement lui avait semblé inhabituel. Il y avait une certaine agitation chez Charles ce soir, une impatience qui trahissait plus qu'une simple curiosité. Je me suis souvenu de la brusquerie de Charles, et je me suis demandé quels secrets se cachèrent derrière. Holmes exprima également des soupçons à l'égard d'Edith, dont la présence tremblante trahissait une implication plus profonde. « Ne négligez pas le secrétaire, Watson, » prévint Holmes. « La timidité peut masquer la ruse. » À l'approche de l'aube, Holmes élabora son prochain stratagème. Une annonce mise en scène de la découverte d'un fragment partiel de manuscrit destiné à provoquer une réaction. Nous laisserons le faucon croire que la chasse devient désespérée, que les secrets du manuscrit lui échappent, expliqua Holmes. Le lendemain, Holmes orchestra la diffusion de cette fausse nouvelle par des canaux discrets, observant attentivement sa propagation comme une traînée de poudre dans les cercles éditoriaux et politiques. Fidèle à lui-même, notre faucon a réagi. Tard dans la soirée, une réunion clandestine a été signalée dans une taverne obscure de Fleet Street, à laquelle participaient des personnalités connues et inconnues. Holmes et moi nous sommes aventurés dans l'établissement enfumé et faiblement éclairé, nous fondant dans le décor, tandis que nous observions le rassemblement. Parmi les participants, Holmes a identifié un homme correspondant à la description de Victor Ignatius Llewellyn, l'éditeur rival, dont les initiales avaient marqué le coupe-papier et le carnet. Holmes murmura « Le faucon prend son envol ». Nous avons écouté attentivement les discussions sur les plans visant à acquérir le manuscrit par tous les moyens nécessaires et à faire taire ceux qui pourraient révéler leurs machinations. L'attitude de Holmes devint dure. « On est proche, Watson. » « Très proche. » En sortant de la taverne, Holmes se tourna vers moi. « Le piège est tendu, les joueurs sont révélés. Il ne reste plus qu'à attendre que le faucon s'envole dans le piège. » J'ai ressenti le poids du moment, une collision entre l'intellect et l'intrigue, où chaque mouvement pouvait apporter triomphe ou désastre. Alors que nous retournions à Baker Street, le brouillard tourbillonnait autour de nous comme un être vivant, et le match se jouait dans l'ombre des rues de Londres. Les secrets du manuscrit disparu étaient suspendus, un phare pour ceux qui cherchaient le pouvoir dans ces révélations. L'esprit vif de Holmes était le dernier espoir de la ville, pour démêler les fils emmêlés avant que l'obscurité ne nous consume tous. L'atmosphère du salon du 221B Baker Street était chargée d'attente tandis que Holmes convoquait les personnages clés de l'affaire. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant des ombres allongées qui semblaient refléter les sombres vérités qui allaient bientôt être révélées. Le moment était venu de démêler le réseau complexe de tromperies qui avait piégé l'élite littéraire et le pouvoir politique de la ville. Holmes se tenait près de la cheminée, le dos droit, le regard brillant d'un mélange rare de triomphe et de solennité. Autour de lui étaient assis M. Eldridge, Lestrade, Eleanor Bates, Charles le typographe, Edith la secrétaire, et même Madame Pennington, la gouvernante toujours vigilante. Je pris moi aussi place à côté de Holmes, prêt à assister au dénouement de cette enquête ardue. Holmes commença avec son air habituel. « Mesdames et messieurs et inspecteurs, nous sommes réunis ici non seulement pour résoudre un mystère, mais aussi pour éclairer les ombres projetées par la cupidité, l'ambition et la trahison. » Il marchait lentement, son regard balayant l'assemblée. La disparition du 8e manuscrit, comme vous le savez, n'était pas un vol ordinaire. C'était un acte soigneusement orchestré, destiné à protéger des intérêts puissants et à taire des vérités trop dangereuses pour être examinées publiquement. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots se poser. Examinons les indices, étape par étape, pour révéler le coupable et le mobile. Se tournant vers Eldridge, Holmes demanda « Monsieur Eldridge,
Vous nous avez assuré que le bureau était verrouillé et sécurisé. Pourtant, comme nous l'avons appris, la fenêtre était entr'ouverte. Comment expliquez-vous cela? Eldridge parut troublé. Je n'ai aucune explication, monsieur. Les serrures étaient intactes, mais quelqu'un a dû ouvrir la fenêtre de l'intérieur. En effet, acquiesça Holmes, mais pas par la force, mais à dessein. Il désigna Edith du doigt. Mademoiselle Edith, votre présence près du bureau après les heures de bureau et l'odeur de parfum perçue par Madame Pennington suggère que vous étiez plus impliquée que vous ne l'aviez initialement admis. Les yeux d'Edith s'écarquillèrent. Je voulais seulement protéger le manuscrit, monsieur. Je craignais que son contenu ne cause du tort. Holmes hocha lentement la tête. C'est un sentiment louable, mais mal avisé. Se tournant vers Charles, Holmes poursuivit. Vous avez perdu un bouton près des quais de chargement. Ce bouton a été retrouvé dans le bureau, ce qui suggère que votre manteau se trouvait à proximité du manuscrit. Charles se tortilla, mal à l'aise. Il a été perdu, ça ne m'implique pas. C'est vrai, dit Holmes, mais votre attitude défensive et vos tentatives de vous distancier soulèvent des questions. Il s'adressa ensuite à Eleanor Bates. Mademoiselle, Bates, vous avez mordu à l'hameçon lors du gala, testant nos connaissances en tentant de récupérer la bourse ornée. Votre sang-froid était admirable, mais il ne dissimulait pas vos intentions. Le visage d'Eleanor rougit. J'avoue que je voulais protéger le manuscrit pour éviter tout scandale. Le regard de Holmes s'aiguisa. Mais la griffe du faucon, symbole de votre identité, était bien votre création. Un emblème que vous avez emprunté à Victor Ignatius Llewellyn, n'est-ce pas? Eleanor hésita. C'est mon oncle. La salle murmura de surprise. Holmes poursuivit. Le carnet et les lettres portent sa marque, les initiales VIL, reliant directement la menace à sa main. Il se tourna vers Lestrade. Inspecteur, vous souvenez-vous de la réunion clandestine à la taverne où Llewellyn a conspiré pour récupérer le manuscrit? Lestrade hocha la tête. Nous avons arrêté plusieurs associés, mais Llewellyn lui-même reste insaisissable. La voix de Holmes se durcit. Les ailes du faucon, l'ordre aux ailes noires, symbole d'une société secrète, manipulant ces événements. Il fouilla dans son manteau et en sortit le bouton de manchette en argent trouvé chez Eldridge. Un gage d'allégeance à l'ordre de l'aile noire, une société que Llewellyn dirige secrètement. Holmes fixa Charles du regard. Vous aussi, vous êtes impliqué. Votre présence près des quais de chargement et votre hostilité cachent une implication plus profonde. Le visage de Charles s'assombrit. Je jure que je ne suis pas le voleur. Peut-être pas le voleur, concéda Holmes, mais certainement un complice. Holmes a ensuite révélé la dernière pièce à conviction, le coupe-papier, à sa gravure légère et ses rayures subtiles correspondant aux marques trouvées sur un compartiment caché dans le bureau d'Eldridge. Ce coupe-papier dissimulait le véritable manuscrit, expliqua Holmes. Llewellyn a cherché à le voler pour protéger ses intérêts, craignant d'être démasqué. Se tournant vers Madame Pennington, Holmes demanda « Vous avez remarqué le parfum dans le bureau, celui de Madame Violette, porté par Edith. Était-ce une diversion ?» Madame Pennington hocha la tête. « Je m'en doutais. » Holmes eut un léger sourire. En effet, le rôle d'Edith était de tromper les soupçons tandis que le véritable faucon opérait dans l'ombre. Il a conclu, le cerveau ne fait pas partie de ceux qui sont devant moi, mais la toile de tromperie qu'il tisse implique tout le monde. Soudain, un coup sec à la porte interrompit la cérémonie. Lestrade l'ouvrit et révéla un homme, débraillé. Victor Ignatius Llewellyn en personne, entouré d'officiers, Holmes s'avança. « Enfin, le faucon est capturé. » Les yeux de Llewellyn brillaient de défi. « Vous m'avez peut-être piégé, Holmes, mais les secrets que vous cherchez à protéger finiront par être révélés. » Holmes répondit calmement. « La justice décidera du sort des vérités comme des mensonges. » Alors que Llewellyn était emmené, la salle exhala collectivement. Je me tournai vers Holmes. Vos déductions étaient impeccables, comme toujours. Holmes sourit modestement.
Les faits, Watson, une fois rassemblés et reliés, révèlent les tromperies les plus sournoises. Il marqua une pause et ajouta « Mais cette affaire sert aussi de rappel. Même les esprits les plus vifs doivent être vigilants, car, dans le brouillard de Londres, les ombres cachent souvent plus qu'il n'y paraît. » Alors que le soleil se couchait sur la ville, nous avons senti la résolution du mystère s'installer autour de nous, un témoignage du triomphe de la raison. Sur la ruse, le poids de l'affaire semblait planer dans l'air du 221B Baker Street, bien après l'arrestation de Victor Ignatius Llewellyn. Le brouillard londonien, ce voile de mystère omniprésent, s'était momentanément dissipé autour de l'affaire complexe, du manuscrit disparu, mais je me suis retrouvé à méditer sur les événements avec une agitation intérieure. Holmes était assis près de la fenêtre, la faible lueur des lampadaires projetant une pâle lueur sur son visage pensif. L'arrogance habituelle du grand détective avait cédé la place à une rare tristesse, comme si le triomphe avait un prix supérieur à la simple résolution du mystère. « Watson, » commença-t-il doucement, « cette affaire était différente de toutes celles que nous avons connues. Les enjeux n'étaient pas seulement intellectuels, mais dangereusement politiques et personnels. » J'ai hoché la tête, percevant le poids de ces mots. Le manuscrit lui-même a été un catalyseur, mais les courants sous-jacents étaient plus profonds. Les sociétés secrètes, les trahisons et la fragilité de la confiance. Holmes sourit faiblement. En effet, l'ordre de l'aile noire n'est qu'un symptôme de force plus grande qui manipule la structure même de la ville. Alors que je m'installais dans mon fauteuil, je réfléchissais aux nombreux personnages attirés par la toile. Eleanor Bates, dont les loyautés conflictuelles l'ont finalement trahi. Charles, dont les fanfaronnades cachèrent sa peur. Edith, la secrétaire qui cherchait à cacher la vérité, mais qui était prise au piège par la tromperie. Et Madame Pennington, dont la vigilance a contribué à révéler des indices cachés. « Croyez-vous que justice a été rendue, Holmes » demandai-je. Le regard du détective s'aiguisa. « La justice, Watson, est une affaire complexe. La capture de Llewellyn perturbe la menace immédiate. Mais les ténèbres qui entourent ces sociétés sont tenaces et persistantes. » Il marqua une pause, puis ajouta « Pourtant, il est de notre devoir d'éclairer là où l'obscurité s'accumule, aussi faible soit-elle. » Les jours suivants furent marqués par une effervescence. La maison d'édition Eldridge commença à restaurer sa réputation, aidée par des déclarations publiques et des garanties de sécurité. Ces révélations suscitèrent de sourds murmures parmi l'élite de la ville, mais furent rapidement étouffées, car le pouvoir préfère souvent le silence. Holmes et moi avons visité la maison d'édition, où Eldridge a exprimé sa gratitude, et un espoir prudent pour l'avenir. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, dit Eldridge avec sérieux, vos efforts ont sauvé non seulement mon établissement, mais peut-être la ville, d'un scandale qui aurait pu briser de nombreuses vies. » Holmes inclina la tête. « Un simple travail de déduction et de persévérance, monsieur Eldridge. J'ai remarqué que le manuscrit, retrouvé dans le compartiment secret du bureau, n'avait subi que des dommages mineurs. Les pages fragiles, ancrées de la main de Merryweather, semblaient murmurer des secrets à travers le temps. » Holmes traita le manuscrit avec révérence. « Un trésor plus précieux que l'or, Watson. » Un soir, alors que l'agitation de la ville cédait la place à un doux silence, je rejoignis Holmes au salon. L'affaire, bien que classée, persistait au plus profond de mes pensées. « Holmes, dis-je, votre compréhension de la nature humaine continue de m'étonner. La serre du faucon était un signe de menace, mais aussi un symbole de vulnérabilité. » Holmes sourit doucement. « Cela nous rappelle que même les prédateurs les plus redoutables sont soumis aux lois de la nature et de la justice. » Il se versa une tasse de thé et m'en offrit une. « Watson, des cas comme celui-ci illustrent l'équilibre délicat entre ordre et chaos. » Je sirotais mon thé, réfléchissant au fil délicat du destin qui nous avait amenés à ce point. « Pensez-vous que le manuscrit sera un jour publié ?» ai-je demandé. Les yeux de Holmes brillaient d'espoir. «
En temps voulu, Watson, peut-être quand la ville sera prête à affronter la vérité. Alors que la nuit tombait sur Londres, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une profonde admiration pour mon compagnon. Son génie ne résidait pas seulement dans la résolution d'énigmes, mais aussi dans sa compréhension des subtilités de l'âme humaine. L'affaire du manuscrit disparu nous a tous deux mis à l'épreuve, intellectuellement, moralement et émotionnellement. Et tandis que Holmes se rasseyait dans son fauteuil, les yeux fermés mais l'esprit en ébullition, je réalisais que le grand détective était déjà prêt à se lancer dans la prochaine aventure, toujours vigilant face à l'obscurité qui se cache sous la surface. La ville de Londres, toujours agitée, poursuivait son cours sous la légère bruine qui commençait à tomber sur les pavés de Baker Street. Dans notre modeste salon, un calme s'était installé, un répit délicat, après les événements tumultueux qui avaient mis à l'épreuve nos facultés et notre détermination. La longue affaire du manuscrit disparu était désormais derrière nous, ses fils soigneusement noués, et la tapisserie de la tromperie mise à nu. Holmes était assis près du feu, sa silhouette se découpant sur les flammes vacillantes. Les ombres dansaient sur ses traits anguleux, adoucis par les instants de contemplation. Moi, chroniqueur invétéré de nos aventures, j'étais assis en face de lui, stylo et carnet posés à côté de moi. Les mots me semblaient insuffisants pour exprimer la gravité des réflexions qui pesaient sur mon esprit. « Holmes, ai-je osé dire doucement, après tout ce qui s'est passé, comment trouves-tu la paix ?» Il leva les yeux, le regard lointain mais perçant, et sourit faiblement. La paix, Watson, est un visiteur fugace pour ceux qui arpentent le labyrinthe des intrigues humaines. Pourtant, c'est dans des moments comme ceux-ci, lorsque l'esprit se repose un instant de ses labeurs, que l'on peut apprécier les subtils triomphes de la raison. Je me suis penché en avant. Vous parlez comme quelqu'un qui voit la raison comme un rempart contre le chaos. Exactement. Le manuscrit, avec tout son potentiel de perturbation, n'était que le symptôme d'un désordre plus vaste, la dissimulation de la vérité et la manipulation du pouvoir. Il marqua une pause, les doigts croisés comme pour mesurer le poids de ses pensées. Notre adversaire, bien que capturé, n'est qu'un fil dans une toile complexe tissée à travers le tissu de la société. J'ai hoché la tête, conscient que notre travail ne serait jamais vraiment achevé. Croyez-vous que l'ordre de l'aile noire va battre en retraite ? Le regard de Holmes s'aiguisa. Retraite? Non. Elle s'adapte et persiste. Les ombres trouvent toujours de nouveau. Refuge. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, tirant le rideau pour observer la rue pluvieuse. Mais c'est le devoir d'esprit comme le nôtre d'éclairer ces ombres, de révéler la serre du faucon où qu'elle frappe. Se tournant vers moi, il ajouta « Cette affaire, Watson, a renforcé une vérité durable. Les plus grands mystères ne résident pas seulement dans les énigmes et les vols, mais dans le cœur des hommes. » J'ai réfléchi à ces paroles, à la complexité des motivations et des trahisons qui nous avaient conduits à travers le labyrinthe. Holmes reprit sa place, la voix plus douce. Et pourtant, malgré l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Le courage discret de ceux comme Eldridge, la bravoure hésitante d'Edith, et même les loyautés conflictuelles d'Eleanor. Ils nous rappellent que la nature humaine est un spectre, pas une ombre. J'ai souri ressentant la chaleur de cette pensée. Holmes jeta un coup d'œil au manuscrit retrouvé, posé dans son étui protecteur sur la cheminée. Les mots de Merriweather atteindront bientôt le public, mais leur impact reste inconnu. Mais la connaissance, une fois libérée, possède un pouvoir incontrôlable. J'ai demandé « Alors, êtes-vous optimiste pour l'avenir ?» Holmes marqua une pause, le regard à nouveau lointain. « L'espoir est un risque calculé, Watson. Nous n'agissons pas par optimisme aveugle, mais par conviction que la vérité et la justice valent la peine d'être combattues. » Ça, il se releva et marcha vers la porte, comme s'il était impatient d'échapper au poids de la réflexion. « Mais, dit-il avec un sourire narquois, un détective doit toujours être prêt à résoudre la prochaine énigme. Les rues de Londres ne cessent de murmurer leurs secrets. Je me suis levé pour l'accompagner
le frisson familier de l'anticipation s'agitant en moi. Alors que Holmes ouvrait la porte, un léger coup retentit et un télégramme fut glissé dans la boîte aux lettres. Il l'ouvrit rapidement, scrutant son contenu d'un œil perçant. « Une nouvelle affaire, Watson », annonça-t-il, les yeux brillants d'une vigueur renouvelée. « Une affaire de bijoux disparus, une silhouette obscure et un code qui défie toute explication. » Il se tourna vers moi avec cet éclat si caractéristique. « On y va, mon ami ?» J'ai souri largement, sentant la vieille excitation s'allumer. « Toujours, Holmes. » Ensemble, nous sommes entrés dans les rues brumeuses, prêts une fois de plus à chasser la vérité à travers le cœur labyrinthique de Londres. Ainsi se termina l'affaire du manuscrit disparu, mais l'aventure du grand détective continua, toujours vigilant, toujours curieux,